Le loup du mont Sinul, un conte populaire norvégien, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois un veuf, père d'une fille, qui se remaria avec une veuve, mère d'une fille elle aussi. Mais autant la fille de l'homme pétillait d'intelligence, autant celle de la femme était sans éclat. Autant la première était assaillie par des vagues de garçons qui clapotaient à sa porte, autant la seconde était délaissée. La marâtre, dépitée, décida de se débarrasser de sa belle-fille et lui proposa une promenade en barque sur le fameux lac Seljord, celui, dit-on, qui n'a pas de fond. Une fois sur le lac, elle se mit à ramer si vite que bientôt la barque filait toute seule sur les flots, levant sur ses bords d'immenses gerbes d'écume bouillonnante. Elles abordèrent à une île déserte. « Nous allons manger un peu, dit la marâtre, et nous réchauffer. Nous rentrerons à la maison avant la nuit. » Après le repas, la méchante femme sortit de sa poche un flacon de liqueur. « Bois donc une gorgée de cet alcool, ma belle, » dit-elle aimablement à la jeune fille. « Avec ça, tu ne craindras pas la fraîcheur de la nuit. » La marâtre fit d'abord semblant d'en absorber quelques gouttes, et tendit le flacon à la jeune fille qui but à son tour et tomba dans un profond sommeil. « Ha ha! Me voilà débarrassée de cette corneille !» et ricana la marâtre en remontant dans la barque. À l'aube, la jeune fille s'éveilla, regarda autour d'elle. Personne. Elle était seule, abandonnée. Alertée par ses gémissements, un vieux corbeau arriva. Il était si vieux que son plumage, de noir, était devenu gris. « Oh, pauvre petite, comment es-tu arrivée ici ?»« Ah, je suis si malheureuse, se lamenta-t-elle. » Et elle lui raconta tout. « Ne pleure pas surtout, répondit le corbeau, agacé par les gémissements. Je vais aller chercher le loup du mont Sinul, et il saura te venir en aide. » Le corbeau ouvrit tout grand ses ailes et disparut dans le ciel rose en direction du nord. La demoiselle s'assit sur une pierre et attendit. Le soleil monta dans le ciel, se tint longuement au zénith, redescendit, coula tout rouge sous l'horizon. La fille, terrorisée, et guettait tantôt la mer, tantôt le ciel. Et à l'instant où les dernières lueurs du jour allaient s'éteindre, elle vit apparaître, loin là-bas sur le lac, deux gerbes d'écume blanche qui se dirigeaient vers l'île. Elle se mit debout sur son rocher, scruta et distingua peu à peu, entre ces deux jets neigeux levés droit vers le ciel, un museau noir fendant le flot à une vitesse formidable. C'était le loup du mont Sinul. Il accosta sur la plage, s'ébroua, salua la demoiselle, lui fit raconter une fois encore son histoire et conclut. « Pauvre petite, il t'arrive le même malheur qu'à moi. Je la connais bien, ta marâtre, c'est une terrible femme troll. Elle m'a ensorcelé. Si tu m'aides, je t'aiderai. »« Oui, répondit la jeune fille pleine d'espoir, je t'aiderai. Alors assieds-toi sur mon dos et accroche-toi bien à mon pelage surtout. Ferme les yeux si la vitesse te donne le vertige, mais ne crains rien, je te ramènerai sur la terre ferme. » La belle s'installa, enfonça ses doigts dans le pelage épais et se sentit emporter à toute allure. Les flots soulevés par son embarcation vivante résonnaient à ses oreilles comme deux cataractes. En un clin d'œil, ils avaient traversé le lac. Ils prirent pied sur une terre qu'elle ne connaissait pas. Après quelques minutes, un château somptueux aux tours d'argent étincelantes, aux toits d'or, aux portes de diamants leur apparut. « Voici ma maison, dit le loup, tu y seras en sécurité. » Éblouie par la splendeur des lieux, la jeune fille marchait aux côtés du loup. À peine avait-il franchi la porte qu'un vent tiède et musical les entoura comme un voile impalpable, et, sous les yeux de la jeune fille stupéfaite, le loup se dressa sur ses pattes arrière, son pelage glissa le long de ses épaules et croula comme un vieux manteau sur le sol. Et à la place du loup, un prince d'une grande beauté, repoussant du bout du pied la dépouille de poils noirs, lui souriait tristement. « Vois, dit-il, qui j'étais. Et ce que ta marâtre a fait de moi, ajouta-t-il. « Que puis-je faire pour t'aider » demanda la jeune fille. « Ah, » fit le prince, mélancolique. « Dis-moi, je t'en prie, insista-t-elle. Je ne manque pas de courage, j'ai juré de t'aider. »« Pour me délivrer de l'enchantement, murmura le prince, il existe un moyen,
mais il te faudrait tant d'énergie, tu aurais tant d'épreuves à subir. Allons, explique-moi ce que je dois faire. Dans la gueule du dragon de la montagne, sous sa langue, se trouvent 3 sacs à venin. Celui de gauche contient l'onguent qu'il me faut, mais il ne peut me guérir que s'il m'est rapporté par une jeune fille. Eh bien, je pars immédiatement. Le prince leva sur elle un regard plein de reconnaissance. La jeune fille prit ses mains dans les siennes, puis, très vite, s'en alla avant que l'amour qu'elle sentait poindre ne rende trop douloureuse la séparation. En chemin, elle rencontra un bûcheron chargé d'un immense fagot qui dissimulait ses traits. « Je sais qui tu es et où tu vas, » dit à la jeune fille la voix chevrotante qui jaillissait d'entre les branchages. « Tu vois cette ferme là-bas ? Fais-toi donner par le fermier un sac de vivres et un cheval qui répond au nom de Grahabol. » La jeune fille marcha jusqu'à la ferme, salua le fermier qui, sans un mot, la conduisit à l'écurie. 9 chevaux somnolaient dans la pénombre. Les flancs des 8 premiers luisaient de bonne santé. Isolé dans une stalle, le dernier, chétif et nerveux, ruait comme un âne. La jeune fille s'approcha du premier, posa sa main sur son cou, le caressa. Grahabol. Impassible, l'animal continua de mâchouiller son avoine. Elle fit de même avec le 2e, le 3e, le 4e, le 8e, sans résultat. Et elle arriva au 9e, l'affreux petit cheval énervé. « Grahabol » dit la jeune fille. Lorsqu'il entendit son nom, il se dressa sur les pattes arrière et tourna méchamment la tête dans sa direction pour la mordre. Mais elle ne s'effaroucha pas. « Inutile de faire tant de manières, » lui dit-elle en souriant. Le cheval en resta bouche bée. Elle lui mit le mors, lui flatta l'encolure. L'affreux petit nerveux s'apaisa aussitôt. Et même, il devint doux comme un agneau. Le fermier apporta la plus belle selle de la ferme et la posa sur son dos. « Serre un peu la sangle, » lui demanda Grahabol, qui, vous le constatez, parlait comme vous et moi. Le fermier obéit, serra la sangle, aida la jeune fille à se mettre en selle et les regarda partir. Grahabol filait comme le vent. À la tombée de la nuit, ils aperçurent une cabane. La jeune fille jeta un coup d'œil par la fenêtre, et que vit-elle ? 2 vieux, très vieux bonhommes poilus attablés face à face. L'un portait une épée au côté, l'autre une paire de gants, et ils regardaient, posés entre eux 2 sur la table, une paire d'épaisses bottes de neige. « Va, » dit Grahabol à la jeune fille, « achète-leur l'épée, les gants et les bottes de neige. » Un peu interloquée, elle entra dans la cabane. « Dieu te bénisse, » dit un vieux poilu. « Dieu te bénisse, » répéta l'autre. « D'où viens-tu » Elle leur raconta son histoire. « Quel malheur qu'une si jolie fille vive une si terrible histoire » s'exclama l'un. « Nous allons t'aider, » dit l'autre. « Tu as de la chance, nous connaissons le loup du mont Sinul, c'est un bien brave garçon. Prends ses gants, cette épée et ses bottes, qui ne sont pas de vulgaires bottes de neige, tu t'en doutes, mais des bottes de 7 lieues. Tu les enfileras aux pattes arrière de Grahabol. Et bonne route !» Elle prit l'épée, les gants, enfila les bottes à sa monture, remonta en selle. « Et maintenant tiens-toi bien, » lui dit Grahabol. Il filait tellement vite que la pauvrette en avait mal au cœur. Elle se cramponnait, serrait les dents et s'appliquait à respirer malgré la vitesse. En chemin, ils croisèrent une vagabonde épuisée qui tendait la main sur le bord de la route. Ils s'arrêtèrent. « Mon petit cœur, » murmura la vieille, « est-ce que tu me donnerais un peu à manger ?»« Bien sûr, mangez autant que vous voulez, » dit la jeune fille. « Dieu bénisse ta nourriture et toi-même, » répondit la vieille un peu ragaillardie. « Où vas-tu » Et encore une fois, la demoiselle raconta son histoire. « Puisque tu es si gentil, je vais te prêter mon garçon. Il fera des moulinets avec l'épée pour te protéger. »« Ma petite crevette, sors de là » ajouta-t-elle en se tournant vers un sac minuscule posé à ses pieds. Du sac sortit un petit bout de bonhomme de rien du tout, mais tandis que sa mère discutait, il grandissait à vue d'œil. Quand il eut atteint la taille d'un géant, il enfila les gants, prit l'épée qu'il fit tourner en moulinet si rapide et si puissant que la lame de métal vibrant dans l'air se mit à chanter. « Mets ta cape, Veslepil, ma petite crevette, » lui dit sa maman. « Tu prendrais froid là-bas.
Le géant mit sa cape, la jeune fille réenfourcha Grahabol, et les voilà repartis. Très vite, dressé sur un rocher abrupt comme un doigt, leur apparut le château Troll, construit en or pur des fondations aux toitures. Ils clignèrent des yeux, abritant leur regard derrière un bras replié. Et Grahabol derrière sa patte, bien sûr, tant la lumière réfléchie par les murailles les aveuglait. « Tu vois le dragon » dit Veslepilt, montrant le château. « Non » s'apprêtait à répondre la jeune fille, mais aussitôt elle s'aperçut qu'un serpent monstrueux s'enroulait autour du pic abrupt et les anneaux superposés de son corps effroyable entouraient ce doigt de roc de la terre jusqu'aux murailles d'or. « Misère de misère » s'écria la jeune fille en tombant à genoux. « Est-ce là le dragon que je dois affronter ? Non, c'est impossible. J'ai peur. » « Souviens-toi de ta promesse, » grommela Grahabol avec sévérité. « Allez, redresse-toi. » La jeune fille ne bougeait pas. C'est alors qu'entre ses larmes lui apparut l'image du loup du mont Sinul, dont les deux yeux d'un vert limpide, si humains, la regardaient avec douleur. « Mon bien-aimé, » murmura-t-elle, « ne crains rien, je tiendrai ma promesse. » Elle se releva. Les yeux du dragon jetaient des flammes dans toutes les directions. Dans sa gueule monstrueuse, on aurait pu jeter 10 charrettes pleines de marchandises et les chevaux qui les tiraient. Veslepilt avait continué à grandir tellement qu'il ne ressemblait plus à rien. Son corps immense se dissolvait dans le ciel noir, son visage touchait la lune. Mais il avait pourtant senti la chaleur dégagée par la gueule du dragon. Alors il se mit à faire des moulinets avec son épée, en faisant vibrer l'air d'une mélodie terrifiante. « À nous deux » gronda-t-il en défaisant sa cape. En l'entendant, le dragon déroula ses anneaux formidables et, se dressant sur sa queue, hurla vers la face lointaine du géant, siffla, crachant vers le ciel son venin brûlant comme une gerbe de goudron en fusion. La terre tremblait sur toute sa surface et dans toute sa profondeur. Jusqu'à l'autre face du globe, les terribles coups que s'envoyaient les deux créatures gigantesques se répercutaient dans un fracas épouvantable. Grahabol et la jeune fille ne voyaient même plus les pieds de Veslepilt englués dans le goudron en fusion. Dans le ciel tourbillonnait une fumée pourpre si dense que la nuit elle-même s'était éteinte, recouverte par cette nuit sanglante plus noire qu'elle. Bandant ses forces, Veslepilt prit son élan et envoya un coup si rude que la tête du serpent, tranchée net, s'envola dans l'abîme obscur puis retomba et roula jusqu'aux pieds de la jeune fille. D'un seul coup, tout s'apaisa. La nuit tranquille reparut. Veslepilt n'était pas blessé. « Il faut maintenant que j'aille chercher le sac à venin, » dit la jeune fille. « Dans mon oreille droite, tu trouveras un couteau, » dit Grahabol. « Et n'oublie pas de mettre tes gants. » Munie des gants et du couteau, elle se dirigea vers la tête du monstre. La queue se tordait encore de soubresauts terribles, mais la jeune fille n'avait plus peur. La pensée de son bien-aimé la soutenait. Veslepilt mit un bâton dans la gueule du serpent et souleva la langue. À gauche, le sac à venin était tout agité de tremblements. La fille l'attrapa avec les gants, le trancha à la base et le mit de côté. Puis, prise d'une inspiration, elle trancha aussi les 2 autres sacs et les emporta tous les 3. Ils s'en retournèrent. Veslepilt diminuait. Quand il retrouva sa mère, il avait la taille d'un enfant. La jeune fille la remercia et ils poursuivirent leur route, rendirent aux 2 petits vieux poilus l'épée, les gants, les bottes, les remercièrent et arrivèrent à la ferme. À minuit, dit le fermier à la jeune fille, le loup viendra. Je l'attendrai dans cette cabane, dit la jeune fille. Sois courageuse, dit Grahabol. Oui, répondit la jeune fille sans bien comprendre. Elle s'assit près d'une fenêtre et attendit. Elle avait posé le sac contenant l'onguent à sa gauche, les 2 autres sacs à sa droite. À la tombée de la nuit, le fermier boucla tous les volets et toutes les portes de la ferme. Absolument seule dans sa cabane, la jeune fille n'en menait pas large. À son côté, le sac de venin tremblait encore faiblement. Minuit approchait. Alors s'éleva un hurlement épouvantable qui courut entre les arbres noirs de la vallée comme l'annonce de la mort. La jeune fille bondit sur ses pieds. Puis elle entendit, dans le silence qui s'était de nouveau abattu sur les monts, les griffes du loup claquaient sur les pierres du chemin. Elle n'avait pas peur. Ce loup était son bien-aimé.
Elle savait que sous son pelage noir se dissimulait le prince le plus beau de la terre, mais le tintement de ses griffes lui pénétrait le cœur comme un frisson de glace. Et la lune se leva. Alors elle vit. Le loup à l'échine hérissée de fureur marchait lentement sur elle. Dans l'obscurité, ses yeux mauvais luisaient comme des couteaux. Sa gueule rouge aux babines écumantes s'ouvrait sur une langue luisante de bave. La jeune fille n'eut pas un cri. Elle attrapa le sac d'onguent, le tint fermement dans sa main, et, toute droite, fit face à la bête sauvage. Les pattes du loup tremblaient d'impatience. La jeune fille ne le quittait pas des yeux, guettant ses moindres frémissements. Lorsqu'il bondit, elle prit son élan, et à l'instant où les pattes de la bête touchaient ses épaules, elle lui écrasa le sac de toutes ses forces au beau milieu du front. L'onguent visqueux, dégageant une puanteur épouvantable, aveugla le loup. Il se rejeta en arrière. Mais la jeune fille cramponnait fermement son pelage d'une main, tandis que de son autre main, elle appliquait l'onguent sur le front. La tête de la bête s'élargit. Une crinière épaisse leva comme une nuée d'herbe après l'orage. Et le loup se changea en lion, poussant un rugissement qui fit frémir d'horreur le fermier et ses gens calfeutrés derrière leurs volets. Mais la jeune fille ne lâchait pas prise. Accrochée d'une main à la crinière, elle enduisait d'onguent le cou du lion qui se couvrit d'une fourrure plus dense et rase. Et le lion se changea en ours. L'animal se redressa sur ses pattes arrière, soulevant de terre la jeune fille qui n'avait toujours pas lâché prise et poursuivait sa tâche. Elle enduisait d'onguent le dos de l'animal qui se mit brusquement à rétrécir et à aboyer. « Là, là, doucement, lui murmurait-elle pour apaiser les souffrances que lui causaient ces métamorphoses. Et elle continuait bravement à couvrir d'onguent le corps du chien qui se couvrait d'un nouveau pelage, roux. Elle enduisit de pattes visqueuses le museau du renard qui grandit à nouveau et se changea en élan. La courageuse fille se trouvait à califourchon sur son dos. Elle enduisit d'onguent ses bois qui tombèrent d'un coup comme des feuilles mortes. Son corps rapetissait maintenant, se couvrait de plumes. Il était devenu une petite poule affolée qui caquetait éperdument. « Calme-toi à la fin, lui dit la jeune fille un peu agacée. Et elle enduisait, tout en parlant, les pattes de la bestiole qui rapetissait encore et se changeait en hirondelle, toute prête à s'envoler vers des pays lointains. Alors la jeune fille caressa doucement de sa main pleine d'onguent le bec de l'oiseau qui tomba, tandis que, de la gueule du nouvel animal, s'élevait un miaulement désespéré. La jeune fille le caressait les oreilles à la queue, de sa main pleine d'onguent. Vite, vite, tâchant de recouvrir chaque fois tout son corps de la pommade magique. L'animal se remit à grandir, à hennir dans la clarté de la lune, à claquer du sabot sur le sol gelé, et la jeune fille, sans faiblir, recouvrait ses naseaux embrumés d'haleine blanche. D'un seul coup, il se fit un grand silence, et à la clarté de la lune reparut le beau prince pour lequel la jeune fille avait accompli tant d'épreuves. Il ouvrit les bras. « Ma bien-aimée, murmura-t-il, tu m'as sauvé. Ton amour et ton courage ont eu raison des maléfices, mais je ne serai pas tranquille tant que nous n'aurons pas puni cette mauvaise femme qui nous a fait tant de tort. »« Prince, mon bien-aimé, répondit la jeune fille, grâce pour mon père. »« Soit, répondit le prince, que ton père aille en paix, mais elle brûlera dans le soufre et le goudron. » Alors le prince s'approcha de la charrette près de laquelle la jeune fille avait laissé les 2 autres sacs de venin arrachés à la gueule du dragon. Il en prit un dans chaque main et les lança avec une telle puissance et une telle précision que, traversant toute l'étendue du lac Seljord, ils atteignirent sur l'autre rive, en pleine tête, la méchante femme qui, à son balcon, se réjouissait d'avoir fait disparaître sa belle-fille. Ainsi mourut-elle, l'affreuse sorcière troll, dans le soufre et le goudron. Quant au prince du mont Sinul, il jeta dans le lac sans fond la dépouille du loup qu'il avait porté avec tant de souffrance, et épousa, en de somptueuses noces, celle qu'il avait sauvée. Et ils eurent beaucoup d'enfants.